Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre magazine d'actualité à la source. Et sans plus tarder, le sommaire. Au Gabon, après les troubles liés à l'élection du président sortant, le père de Mel, administrateur de la cathédrale Sainte-Marie à Libreville, nous dira comment sa paroisse s'implique pour la réconciliation dans le pays. La COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, a rappelé les défis qui attendent l'Europe lors d'une messe de rentrée la semaine dernière à Bruxelles. Reportage dans ce journal. En Belgique, les responsables des cultes ont décidé de se faire entendre. Pour eux, les cours de religion, pourtant obligatoires, sont menacés. Explication dans quelques instants. Éducation toujours, mais en France cette fois, c'est le temps des premières réunions parents-professeurs après la rentrée. Elles suscitent souvent des questions, notamment cette année avec la mise en place de la réforme du collège. Pour en parler, nous recevons la présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, Caroline Saliou. Bonsoir. Bonsoir Olivier de Carenfleck. Vous nous direz également comment l'APEL s'apprête à vivre cette année électorale. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au Gabon, l'Église se mobilise pour la réconciliation alors que le pays est en crise. Le 31 août dernier, des émeutes et des pillages ont éclaté après l'élection du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Son élection est contestée par une partie des Gabonais. Selon le ministre de l'Intérieur, les violences post-électorales ont fait 3 morts et une centaine de blessés. L'opposition parle d'au moins 50 morts. C'est dans ce climat de tension que l'Église œuvre au mieux à l'apaisement, comme à la cathédrale Sainte-Marie à Libreville. Nous avons joint son administrateur, le père de Mel. On prie beaucoup, il y a eu plusieurs neuvaines pendant toute la délibération de la Cour constitutionnelle. On prie beaucoup pour la paix et la réconciliation. En même temps, on est organisé pour soutenir tous ceux qui sont en difficulté. Il y a un certain nombre de malades mentaux dans les rues qui sont encore plus démunis puisque tout est fermé. Et puis des personnes qui ont tout perdu. Et puis beaucoup d'écoute aussi, de tous ceux qui ont été traumatisés dans les nuits d'émeutes, qui ont parfois été visités par la garde républicaine. C'est des traumatismes et en France, on met en place des cellules psychologiques. Nous ici, c'est surtout l'Église qui assure ce rôle d'écoute et d'entraide. Et puis comme prêtre aussi, on confesse par rapport à ceux qui auraient des choses à se reprocher durant les événements. De leur côté, les évêques du Gabon, par la voix de leur président, Monseigneur Basile MV, ont demandé il y a quelques jours à toutes les forces vives de la nation de se ressaisir. Ils ont aussi proposé l'intervention d'un tiers pour une médiation. Dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a appelé tous les fidèles à prier pour le Gabon et demande à ses habitants de refuser la violence. Je voudrais vous inviter à une prière spéciale pour le Gabon qui traverse un moment de crise politique grave. Je confie au Seigneur les victimes des affrontements et leurs familles. Je m'associe aux évêques de ce cher pays africain pour inviter les partis en présence à refuser toute violence et à avoir toujours comme objectif le bien commun. Je vous encourage tous, en particulier les catholiques, à être des constructeurs de paix dans le respect de la légalité, dans le dialogue et la fraternité. Le pape François qui célébrera la messe pour le père Jacques Hamel, ses proches et toute la communauté de Rouen demain le 14 septembre à la chapelle Sainte-Marthe. Je vous le rappelle, le père Hamel a été assassiné par 2 terroristes le 26 juillet dans sa paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Saint-Siège avait alors dénoncé un meurtre barbare et fait part de la douleur du pape. La messe à suivre en direct demain matin à 7h sur KTO. L'unité, l'accueil, la solidarité ou encore la lutte contre la pauvreté, des vrais défis pour l'Europe, rappelés lors de la messe de rentrée des institutions européennes, une célébration proposée chaque année par la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Elle a eu lieu mercredi à Notre-Dame du Sablon à Bruxelles. Monseigneur de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, a présidé la célébration avec Monseigneur Alco, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bratislava. Reportage avec notre journaliste Gabriel Massé. Heureux tous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. L'évangile du jour tombé à pic.
lues par le nouveau secrétaire général de la Comessé, le frère Poquillon. Ces paroles du Christ font écho aux origines du projet européen. Qui a forgé l'Union européenne dès le début, un effort de paix, de réconciliation, un effort de solidarité, de respect de l'autre dans ses différences, mais d'unité dans ses différences. Tous ces fondamentaux, on a intérêt à se les rappeler à tout bout de champ. Actuellement, la Slovaquie est à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Comme de nombreux fonctionnaires et parlementaires européens, des représentants slovaques étaient présents à la cérémonie. C'est la messe pour l'Europe à laquelle nous participons chaque année. C'est une bénédiction pour nous. La raison de notre venue aujourd'hui est de ne pas avoir peur de montrer nos convictions religieuses. Je suis diplomate, je suis fonctionnaire étatique, mais je suis avant tout un croyant. Nous sommes venus pour prier pour l'Europe qui traverse des difficultés actuellement, mais je pense qu'au-delà de la crise migratoire et de la crise économique, c'est avant tout une crise morale qu'il faut donc régler. Il faut plus se tourner vers Dieu, s'en remettre à lui, à la divine providence. Remettre l'avenir de l'Europe entre les mains de Dieu et également dans les mains de la Vierge Marie, comme l'a rappelé Monseigneur Joseph Alco au cours de son homélie. Que la Mère de Jésus, la Sainte Vierge Marie, dont les 12 étoiles ornent le drapeau européen, prie pour ce continent, pour ses États et ses citoyens. Elle était une réfugiée, émigrée sur une terre étrangère, mais sous la croix, elle a cru, malgré le caractère désespéré de la situation. Alors on vient de voir au début de ce reportage le nouveau secrétaire général de la Comessé lire l'Évangile. Le frère Olivier Poquillon, dominicain, a été élu le 1er septembre et succède ainsi au père Patrick Daly. Le frère Poquillon est désormais à la tête de l'équipe chargée du dialogue entre les évêques d'Europe et les institutions. Écoutez comment il définit sa nouvelle fonction. Serviteur inutile, c'est-à-dire que le secrétaire général est là pour animer l'ensemble d'une équipe, une équipe de chercheurs, une équipe qui est chargée de suivre l'actualité européenne pour les conférences épiscopales d'Europe et aussi de transmettre le point de vue de l'Église catholique en Europe aux institutions européennes. Il y a deux défis principaux. Le premier défi, c'est d'aider les gens à travailler ensemble. Donc que ce soit au sein de cette équipe qui m'est confiée, au sein de la Comessé, entre conférences épiscopales, faciliter ces contacts, faciliter ces échanges grâce à la diversité et pas en dépit de la diversité, faciliter aussi le travail de ceux qui veulent travailler entre pouvoir public et responsables religieux. Et puis le deuxième défi est un défi de taille puisque c'est de rendre l'Europe attractive. L'Europe, c'est d'abord un continent avec des gens qui vivent dessus. Ce sont des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes peuvent vivre ensemble dans le défi constant, dans la confrontation, ou essayer de bâtir des projets communs. En Belgique, les représentants des cultes de la communauté francophone se soudent pour défendre les cours de religion. Ils ont publié une déclaration il y a quelques jours. Ils y dénoncent la volonté de la FAPEO, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement officiel. Elle veut remplacer les cours de religion au profit de cours de philosophie et de citoyenneté. Pour rappel, en Belgique, les cours de religion sont un droit pour les élèves et leurs parents qui le souhaitent, comme l'ont rappelé les responsables des cultes belges. On pressent aujourd'hui une pression qui est grande pour que le cours de religion soit purement et simplement en fait supprimé. Nous avons lancé l'appel. Aujourd'hui, il circule sur Facebook de manière abondante et tous les inspecteurs de religion, de toutes les religions confondues, sont informés pour dire que nous dénonçons et nous attendons évidemment la réaction équivalente des parents pour que les parents disent aussi mais oui, nous tenons absolument à ce que le cours de religion auquel notre enfant a droit, que ce cours de religion soit effectivement donné. Et donc nous sommes aujourd'hui dans l'appel et puis nous attendons la réaction des parents. Il est important que les enfants connaissent leur religion, connaissent leur tradition religieuse, et donc on estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette suppression de cette manière-là, en tout cas. L'avenir de notre société passe par la construction de ponts entre les différentes communautés religieuses et la laïcité pour faire avancer notre société vers le futur, pour maintenir les valeurs essentielles de la démocratie.
Depuis ce week-end, Paris et Lyon ont des nouveaux évêques auxiliaires. Monseigneur Emmanuel Gobillard, nommé évêque auxiliaire de Lyon par le pape François en juin, a reçu dimanche la consécration épiscopale des mains du cardinal Barbarin dans la basilique Notre-Dame de Fourvière. Vendredi à Paris, c'est Monseigneur Denis Jachier et Monseigneur Thibaut Verny qui ont été consacrés évêques auxiliaires par le cardinal André XXIII. Vous pouvez retrouver l'intégralité du reportage sur l'ordination de Monseigneur Gobillard et les portraits de Monseigneur Jachier et Monseigneur Verny sur notre site www.ktotv.com. Et puis un nouveau départ pour le diocèse de Saint-Dié avec l'ordination de son évêque, Monseigneur Berthet, le 4 septembre dernier. Plus de 2000 fidèles et une trentaine d'évêques ont participé au centre des congrès à Épinal à l'ordination de l'ancien directeur du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Notre journaliste Olivier François s'est rendu sur place. Je voudrais découvrir cette terre que je commence un tout petit peu à sillonner et que je trouve magnifique. Et je me dis qu'une terre aussi belle a dû former aussi le caractère d'une population. C'est une terre noble, c'est une terre aussi qui a besoin d'espérance parce que la situation économique et sociale n'est pas évidente. Et donc l'Église, avec d'autres, doit aussi donner la vie, donner de l'espérance et dire que devant tout homme et toute femme, il y a de l'avenir, qu'il soit jeune ou moins jeune. La totalité de ce reportage à retrouver sur notre site. Et puis notons également l'ordination épiscopale samedi de Monseigneur Pizzaballa, nommé par le pape François le 24 juin dernier, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Au Canada, la Vierge de Rocamadour a été priée samedi dans les rues de Québec, une tradition qui a lieu tous les 4 ans depuis plus de 4 siècles. Elle commémore le vœu de Jacques Cartier, le Malouin qui a exploré la Terre-Neuve. En 1536, une épidémie de scorbut emporta 15 de ses hommes. Il confia alors son équipage à Notre-Dame de Rocamadour en organisant une procession. Peu de temps après, on donna à Jacques Cartier la recette d'un médicament pour soigner le scorbut. Depuis à Québec, on continue de remercier Notre-Dame de Rocamadour avec une procession annuelle. Le week-end dernier au Mexique, des milliers de personnes se sont rassemblées pour s'opposer au mariage entre personnes de même sexe. Explication dans notre chronique du monde avec le Père Mezza. Samedi dernier, des milliers de Mexicains sont sortis dans les rues de plusieurs États du Mexique pour défendre la famille, le mariage entre un homme et une femme. Plusieurs évêques ont aussi participé dans cette manifestation. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine du pays qu'on fait une manifestation pour défendre la famille. Cette manifestation a été organisée par le Front National pour la famille. La raison pour laquelle cette manifestation a été convoquée est qu'en mai dernier, le président mexicain Enrique Peña Nieto avait annoncé une réforme à la Constitution pour autoriser dans tous les pays l'union civile entre personnes du même sexe, les soi-disant mariages homosexuels. Aussi, la Cour suprême mexicaine a émis en juin 2015 un jugement déclarant inconstitutionnel toute décision d'interdire les mariages homosexuels aux États. C'est pour cela que le Front National a décidé de convoquer cette manifestation. Cette organisation s'oppose à la réforme de la Constitution faite par le président. Et par conséquent, ils réagissent à l'attaque du président mexicain contre la famille. Le Front National est déterminé à se battre et faire des manifestations pour défendre les mariages entre un homme et une femme. Ils défendent aussi les droits des parents à éduquer ses fils, pas selon les principes des idéologies imposées par l'État, mais selon les principes chrétiens. Il faut souligner que la loi des mariages homosexuels n'est pas simplement pour permettre l'union entre deux hommes ou deux femmes. Cette loi affecte aussi autres lois, par exemple la loi des adoptions. Maintenant, seulement un couple formé par un homme et une femme pouvait adopter un enfant orphelin. Après cette loi, n'importe quel couple peut demander l'adoption. Les résultats au Mexique sont visibles. Des milliers de Mexicains sont sortis dans les rues samedi dernier pour défendre la cellule fondamentale d'une société, la famille, et pour défendre aussi les droits associés au mariage entre un homme et une femme. Aucune loi imposée par les autorités pourra changer la foi et les principes chrétiens qui sont bien enracinés au cœur des Mexicains. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.
Merci Père. Tout de suite, on retrouve notre invité pour notre dossier. À un peu moins de 15 jours après la rentrée des classes, nous recevons aujourd'hui Caroline Saliou, la présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, cette rentrée est marquée par l'entrée en vigueur de la réforme du collège. Elle a agité les débats l'année dernière. Alors, est-ce qu'elle continue à susciter des questions, des doutes chez les parents d'élèves ? Alors, des questions, des doutes, non. On a plutôt une rentrée scolaire calme, des parents qui semblent plutôt rassurés. En tout cas, de mon côté, je n'ai aucune remontée sur la réforme. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu sur cette réforme du collège qui, effectivement, a suscité des débats. Je voudrais revenir à l'histoire. On est bien dans un temps de refondation de l'école. Je crois que tout le monde a fait le constat de cette école qui allait mal en France et qu'il fallait se donner des moyens d'agir pour que ces 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation puissent être rattrapés, leur redonner de vraies voies, de vrais parcours de réussite, que chacun trouve sa place dans l'école, qu'on soit excellent, qu'on soit moyen ou qu'on soit en difficulté. Et on a un système, depuis plusieurs années, une refondation. Et on a commencé la réforme par, il faut le rappeler, la maternelle et le primaire, où vraiment on a mis un point d'appui, un point important sur la transmission des savoirs et les fondamentaux. On a appuyé cette réforme sur les fondamentaux. Et puis, une réforme, ça implique toute l'école, donc on est passé de la maternelle au primaire. Cette année, c'est le collège, avec les points de la réforme que l'on connaît, et puis on s'en va vers la réforme du lycée. Et je crois que c'était essentiel, tout le monde était d'accord sur ce point-là, de repenser l'école de notre pays. Alors justement, il y a eu beaucoup de parents finalement qui s'y sont opposés. Pourtant, l'APEL a choisi d'accompagner et de défendre cette réforme. Pourquoi ? Alors, je préfère le terme « accompagner cette réforme ». Nous, ça fait des années, ça ne fait pas 3 ans depuis la refondation. Mes prédécesseurs, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, que l'on travaille sur les éléments de cette réforme. Je n'irai pas jusqu'à dire que le ministère a repris des idées de l'APEL, mais l'interdisciplinarité, la liberté, l'autonomie des établissements, le lien CM2, 6e, l'accompagnement individualisé, les intelligences multiples, c'est vraiment des dossiers que l'on travaille et que l'on travaille avec des experts comme l'OCDE, l'Institut Montaigne, les Bernardins. Tout ça, ce sont des sujets que nous avons travaillé, que nous avons mis en avant et que nous avons proposé à nos différents partenaires comme l'enseignement catholique et comme le ministère, avec tous les ministres successifs de l'éducation que l'on a pu voir passer en tant que président de l'APEL. Donc ça n'est pas un soutien à la réforme de 2015, c'est vraiment des éléments que nous souhaitions voir mis en place. Et pour nous, la réforme ne va même pas assez loin en termes de liberté, d'autonomie, d'acquisition des langues, par exemple. Il y a des éléments aussi de la réforme que l'on a dénoncés. La suppression des classes bilingues, la suppression des classes européennes, pour nous, c'est plutôt une marche arrière, même si on reconnaît que la deuxième langue en 5e, ça c'est une avancée. Mais dans quelles conditions cette deuxième langue va être enseignée ? Et pourquoi pas, puisque ça marchait très bien ces classes bilingues, pourquoi pas ne les avoir conservées en 6e ? Donc au fond, vous comprenez ces parents qui ont des doutes. Vous avez parlé des langues, il y a aussi les programmes d'histoire qui ont fait polémique. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces parents ? Parce qu'on voit qu'il y en a qui ont choisi de partir créer une autre association, l'association Parents pour l'école. Qu'est-ce que ça vous évoque tout cela ? Alors, on peut comprendre. C'est naturel, c'est évident que des parents qui ne baignent pas tous les jours, qui ne sont pas tous les jours dans l'école. Et c'est peut-être ça qui est dommage d'ailleurs, parce que si les parents avaient toute leur place dans l'école, participaient vraiment à la communauté éducative, peut-être que les informations seraient mieux transmises. Je pense qu'on avait vraiment besoin de rassurer les parents, et rassurer les parents, c'était leur expliquer que l'association des parents d'élèves explique cette réforme, pourquoi c'est des dossiers que l'on travaille. Et on ne les travaille pas comme ça tout seul dans notre coin, avec les experts dont je vous ai parlé, mais on les travaille aussi avec tous les élus des APEL à tous les niveaux de l'établissement, en passant par le département, l'académie et bien évidemment jusqu'au national. Donc c'est vraiment tous ensemble que nous avons fait ces propositions.
on a besoin d'entendre ces parents, on a besoin de les écouter, mais je crois aussi qu'il faut leur expliquer. Quand on explique les choses, les parents sont rassurés, et quand on les explique en plus conjointement avec les chefs d'établissement, les enseignants, eh bien, je pense que c'est pour ça que nous n'avons pas de problème à cette rentrée scolaire sur la partie collège. Et est-ce que je pense notamment particulièrement à cette association Parents pour l'école, eux aussi ont peut-être des choses à dire, est-ce que vous les écoutez et comment ? Alors, cette association est toute récente, donc voilà, moi je ne nie pas l'existence de cette association. La liberté d'association est un droit en France, et tant mieux. Conservons et protégeons ce droit. Je pense que ces parents-là n'ont pas participé à tous les débats au moment où on les interrogeait. C'est dommage parce que la culture du débat fait vraiment partie de notre association, et on a besoin de travailler avec ces parents. On a besoin de travailler avec tous les parents. On représente les évêques à l'origine de l'association il y a 85 ans, nous ont demandé de représenter tous les parents, sans distinction d'origine sociale, religieuse. Donc les parents de la PPE ont toute leur place dans notre association, et je crois que on s'affaiblit même en créant une espèce de division à l'intérieur de l'enseignement catholique, en voulant créer une sorte de communautarisme. On sera beaucoup plus forts tous ensemble. Notre diversité, c'est une richesse. Faisons vivre cette richesse, cette diversité, mais dans l'unité. Et c'est comme ça que nous réussirons à avancer tous ensemble. On a besoin d'entendre les peurs des parents, on a besoin d'entendre les désaccords des parents. On est vraiment là pour faire participer tous les parents à nos débats. Chacun a sa place dans notre association. Nous sommes en 2017, année électorale. Vous allez, avec les parents d'élèves, j'imagine, vous emparer du débat. De quelle façon ? Alors, c'est la même chose que pour la réforme, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Il y a des élections très régulièrement en France, et à chaque élection, nous travaillons avec nos associations de l'établissement jusqu'au national, avec des représentants de toutes nos associations, pour aller porter auprès des candidats, quelle que soit leur couleur politique, les attentes des parents d'élèves en matière d'éducation et de scolarité. Donc on est en train, on a commencé bien évidemment, puisqu'il y a les présidentielles, il y a les législatives aussi, donc nous allons également, les présidents départementaux et académiques iront à la rencontre des candidats aux législatives. On a commencé au Bureau national à travailler pour préparer ce que nous allions dire à ces candidats. On met un groupe de travail en place au niveau national, mais avec des représentants de l'établissement, passant par le département, l'académie. C'est vraiment cette culture du débat qui nous intéresse. Et puis, une fois que ce travail va être enclenché, que la réflexion sera menée, nous irons. Alors, je ne peux pas vous dévoiler parce que moi-même, je ne connais pas les demandes que nous ferons aux candidats, mais je peux vous dire que principalement, bien évidemment, c'est la liberté et l'autonomie qui seront des sujets que nous voulons discuter avec les candidats. Et puis, bien évidemment, l'école dans notre pays, on parle de la réforme, on fera évidemment un point sur cette réforme. On a également un groupe de travail qui suit les réformes maternelle, primaire et collège. Donc voilà, nous irons porter tout ça, plus d'autres demandes certainement qui vont émaner de notre groupe de réflexion. Il nous reste très peu de temps. Juste une dernière question. Est-ce que justement le fait d'être dans une année électorale, est-ce que cette réforme elle va pas un petit peu flotter ? Est-ce qu'on ne va pas se regarder un petit peu dans le blanc des yeux pour savoir si cette réforme va marcher ou pas ? Vous n'avez pas peur d'un certain flottement cette année ? Alors, j'espère bien que non, et nous serons vigilants à ça parce qu'on a besoin de réformer notre école en France. Les autres pays européens, d'autres pays dans le monde ont réussi leur réforme de l'éducation. À nous de nous prendre en main, d'où ce groupe de travail dont je vous parlais de suivi des réformes. Bien évidemment que la réforme ne va pas s'installer et être brillante dans tous les établissements parce que ça n'est pas possible, mais à nous de nous réadapter, de réajuster au fur et à mesure des mois qui vont venir devant nous. Merci beaucoup, Caroline Saliou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Ainsi, toute l'actualité religieuse continue. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.